Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Il revient d'Italie il y a quelques jours, bordé de médailles, des médailles qui lui viennent parce qu'il a ramé fort. Tu sais, quand tu dis dans la vie, tu rames fort, mon invité Jean-Marie Lapointe le fait. Merci d'être là, Jean-Marie. Écoute, c'est ton post Facebook, là, ton message où tu disais le 7 septembre... Une joie partagée est une double joie. Tu étais tellement heureux de faire partie de ce club performant. On te voyait avec toutes tes médailles, des magnifiques photos. Là, tu reviens tout juste. Exact. Tu es fasciné par les bateaux dragons depuis très longtemps et tu es devenu donc un coéquipier de ces équipes. C'est pas un sport qu'on connaît tant que ça. De temps en temps, on en entend. D'ailleurs, à cause de toi et beaucoup grâce à toi, on en entend de plus en plus parler. C'est pas un sport olympique. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on le connaît moins, mais c'est sûr que si tu parles à des gens de la communauté chinoise, autant ici à Montréal, au Québec, que partout dans le monde, c'est un sport qui est extrêmement populaire, parmi les sports les plus pratiqués dans le monde, mais c'est aussi un sport qui te permet, toi, tu peux du jour au lendemain t'asseoir dans un bateau dragon puis d'avoir du fun à ramer, même si t'es pas une top athlète, même si t'as pas vraiment de technique, ça s'apprend très, très, très vite, juste pour avoir du plaisir. Par contre, entre ça, quand tu es dans la division communautaire débutante, versus l'élite où les équipes, on a vu justement dans les derniers jours, là, ça c'était de l'élite là, partout dans le monde. C'est un club crew, c'est un championnat du monde par club. Moi, je représente le club H2O qui est basé au Parc Jean-Drapeau, au bassin olympique. Et de notre club, on avait presque une centaine de pagayeurs dans différentes divisions, des catégories de genre. Donc, tu as des équipes d'hommes, des équipes de femmes, tu as des équipes mixtes. Et en toute fierté, je peux te dire, un des objectifs que nous avions, à part de faire les plus belles courses puis de gagner des médailles, c'était mon équipe Senior A mixte, donc des gens, 10 gars, 10 filles d'âge de 40 ans et plus. C'était de défendre notre titre que nous avons depuis Szeged, en Hongrie, depuis 2018. Donc, on a gagné le 500 mètres, qui est un peu là... Tu sais, tu regardes Usain Bolt puis son 100 mètres, là. Le 100 mètres aux Jeux olympiques en athlétisme, l'équivalent dans le bateau dragon, c'est la distance du 500 mètres. C'est la distance. Un peu comme dans le canot-kayak. Donc, nous, on a gagné le 500 mètres en 2018. En 2020, à cause de la pandémie, il n'y en a pas eu. En 2022, on a défendu notre titre. On l'a gagné à nouveau pour une deuxième fois pour le 500 mètres, toujours avec le senior A-Mix de H2O. Et là, on nous attendait, là. Hein, il se demandait c'est qui va être dans ce bateau-là cette année parce que c'est pas garanti que tu as les mêmes joueurs, les mêmes pagayeurs. C'est vrai, ben oui. Puis là, on l'a défendu cette année, en 2024. Et les 6 courses que nous avons faites, les 3 courses de 200 mètres puis les 3 courses de 500 mètres, on les a toutes gagnées. Alors ça, j'avoue que frisson, vraiment très content. Tu t'entraînes depuis combien de temps? Parce que pour devenir un athlète élite en bateau dragon, écoute, puis les gens te connaissent, t'es un gars sportif, t'es un athlète, non? Mais amateur, mais athlète. Ben oui, mais quand même, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de faut donner beaucoup de soi, là. C'est de l'investissement de temps. Faut être discipliné. Oui, la discipline fait partie de toute démarche athlétique qui se veut sérieuse. Parle à quelqu'un qui fait des triathlons, parle à quelqu'un qui fait, peu importe la discipline, qui joue au hockey puis qui veut performer, il en met des heures. Ouais. C'est la même chose pour le bateau dragon. Donc, nous, en équipe, on va ramer en équipe, mettons, 4 périodes d'1 heure par semaine, mais le reste du temps, faut que j'aille m'entraîner en gym, faut que j'aille sur l'eau dans des bateaux individuels parce que, tu sais, ramasser 20 personnes, parce que dans un bateau dragon, on est 20 ou on est 10. Donc, t'as une catégorie de petits bateaux à 10, puis t'as des bateaux à 20. À 20 personnes qui rament en même temps, c'est fabuleux. C'est ça. Puis pour aller vite, il faut ramer en même temps. Si tu rames pas en même temps que moi, t'as beau être une championne du monde en lancer du javelot, si tu sais pas ramer avec les autres, tu sers à rien dans l'équipe. C'est ça. Alors, c'est vraiment la cohésion, le timing, la synchronisation de chaque coup de rame pendant une distance et un temps donné qui va faire en sorte qu'on va avancer vite. Et donc, t'es tombé là-dedans comment? Il y a 20 ans. Ma chum Josiane savait que je faisais du Ultimate Frisbee.
Puis à Mais mon anniversaire... Attends, une autre excuse-moi. affaire. Bon, excuse-moi. C'est quoi ça, là? OK, excuse-moi. Du frisbee, c'est un sport d'équipe. Ouais. Mais j'aimais le sport d'équipe parce qu'il faut, c'est un peu... il faut traverser le terrain en se lançant le frisbee. Tu peux pas courir avec le frisbee. Il faut que tu fasses des passes. J'avais adoré. Faut que tu cours avec le frisbee? Non, tu peux pas courir. Aussitôt que tu as attrapé le frisbee, il faut que tu t'arrêtes. Puis là, tu essaies de faire une passe. Ah, OK. Donc, ça ressemble à du football, ça ressemble à du soccer, ça ressemble à plein de sports d'équipe, mais il faut que tu traverses le terrain. Et cet été-là, j'avoue que ma dernière année, j'ai moins le fun parce qu'il manquait de joueurs constamment. Puis c'était vraiment pas drôle. C'était moins organisé. Les gens n'étaient pas fiables? Soit qu'il y avait... T'es occupé à d'autres choses? On manquait de recrutement. C'est sûr que ça aidait pas. Puis, ma chum Josiane, elle me dit, hey, écoute, puis pour mon anniversaire, elle m'invite au lunch. Si ça te tente, viens donc essayer le bateau dragon. Puis moi, je connaissais ça. Je connaissais plein de gens dans la communauté des avocats. J'ai des amis qui en faisaient à un niveau pour le plaisir. Ben oui. Puis, tu sais, c'est souvent des équipes de team building. Tu sais, il y a beaucoup d'activités corporatives dans le bateau dragon. Et je connaissais ça. Puis j'avais des amis qui en faisaient, mais je l'avais jamais essayé. Puis elle me dit, viens donc essayer. Puis il nous reste une place dans le bateau. Ben parfait. Écoute, avais-tu déjà fait du canot-kayak ou avais-tu déjà ramé? J'avais déjà fait de l'aviron une couple de fois. J'avais bien aimé ça. J'aimais le contact de l'eau. Mais j'ai eu un coup de foudre la première fois que je me suis assis dans le bateau. Je me rappelle, j'étais en arrière du bateau, la 8e, 9e banc. Mon premier coup de rame dans l'eau. Et là, le bateau avance avec tout le monde. Je dis, what the fuck? C'est quoi ça? J'ai eu un coup de foudre. T'as senti l'élan d'équipe? Ben, pas plus que ça. J'ai senti que c'était mon sport. J'ai senti que j'étais fait pour ça. Un coup de foudre, là, ça se comprend pas rationnellement. Non. Donc, je l'ai senti dans mon corps que c'était... C'est quoi ça? What the fuck? C'est quoi ça? Parce que moi, je suis un sportif depuis longtemps. Oui. J'ai joué au hockey, j'ai joué au football, mais ça, c'est des sports de contact. Il y a de la violence, il y a des blessures, puis tu sais, des fois, on éprouve du plaisir. Tu fais de la boxe? Oui, mais ça aussi, c'est ça que j'ai aimé. Tu sais, de tous ces sports-là, j'aimais ce dépassement-là, mais ce qui est moins ma personnalité, c'est d'infliger un coup à un adversaire. Ouais. C'est moins ma personnalité. Tandis que le bateau dragon, c'est ma personnalité. J'aime ça me faire mal. J'aime ça aller au gym puis sentir la douleur dans mon corps. Puis, écoute, t'es maso un peu? Ben, un petit peu, mais en même temps, la récompense, c'est que tu te sens vivant. Ça te donne un rush de dopamine, d'adrénaline. Puis, tu vois, ça, là, pour moi, ça venait de répondre à un besoin. J'avais besoin de me dépasser. J'avais besoin de triper dans un sport, mais pas en solitaire. J'avais envie d'un trip de gang. Puis, écoute, le bateau dragon. Alors, j'étais loin de penser, il y a 20 ans, puis ça fait 20 ans que j'en fais. Il y a 20 ans, j'étais loin de penser qu'un jour, je serais soit sur l'équipe nationale ou j'irais avec mon club, tu sais, me battre contre les autres meilleures équipes au monde. Là. Puis c'est ça. On arrive de là, puis j'étais encore un peu sur le décalage et je suis encore sur mon high. Mais oui. Tellement. Mais je t'entends parler de la dopamine, justement, là, de cette espèce d'énergie que tu vas te puiser là-dedans. Tu dirais que c'est pour ça que les gens... Parce que, tu sais, c'est intéressant d'ailleurs de demander à nos auditeurs, là, est-ce que vous êtes, vous aussi, un peu comme Jean-Marie, dans cette phase là où vous avez besoin de vous dépasser par nécessité, finalement. Quand je t'écoute, je me dis, ben, t'as besoin de ça. Toi, tu dis, j'en ai besoin pour vivre, quasiment. Oui, puis probablement pour certaines personnes qui font un travail qui ne les passionne peut-être pas comme toi et moi. On est passionnés dans notre travail. Mais il y a des gens qui ont un élan en se disant, moi, j'ai besoin de me dépasser. J'ai besoin de me sentir vivante. Et si je ne l'ai pas dans mon travail, je vais essayer de le trouver dans un hobby, dans un passe-temps ou dans un sport. Donc ça répond à ça. Puis, je dois t'avouer, puis en toute transparence, on se connaît assez depuis longtemps, moi, j'ai fait un transfert de dépendance. J'ai arrêté de consommer il y a pas loin d'une 20aine d'années et c'était impensable de pouvoir faire du bateau dragon, de performer, d'avoir du fun si la veille, tu t'es pété la face. C'est incompatible. Donc, c'est comme si j'ai troqué les substances pour des récompenses puis des highs rapides pour quelque chose que je reçois à travers une activité, à travers l'interaction, à travers un défi personnel avec une discipline qui me donne de la valorisation, de l'estime, du dépassement, de la dopamine, des endorphines, donc tout ce qui s'appelle des drogues que ton corps... Des drogues naturelles. Des drogues naturelles. En opposition à d'autres, moins bonnes pour la santé. Oui, alors je te dirais, je suis un dopaminomane. Ouais. J'aime ça de la dopamine, mais j'essaie d'aller la chercher de la façon la plus naturelle possible. Et en plus, ben tu sais, ma chum Josiane, je fais un aveu. Moi, c'est des gens avec qui je faisais des raves dans le temps. Je me suis pété à la face, moi, dans des parties. J'ai eu du fun, puis je me suis dit,
vie. Non. Ma chum Josiane est rendue straight au bout. Il n'y a plus de drogue. Elle se tient avec d'autres personnes qui ont arrêté de consommer puis qui font du sport. Elle dit, ben, c'est bon pour papa, c'est bon pour maman, c'est bon pour tout le monde. Alors, moi, je suis tombé là-dedans puis ça m'a sauvé aussi. Ouais. Ouais. À bien des égards, ça m'a sauvé parce que pendant plusieurs années, j'ai eu beaucoup de difficultés à vivre de mon travail d'animateur, de comédien, de conférencier, d'auteur. Tu sais, c'était tough. Alors, merci à la vie de me donner l'élan à l'intérieur de moi, de me chercher des façons saines, de me sentir utile. Parce que c'est important de se sentir utile dans la vie. Si dans ton travail, tu n'as pas cette sensation-là d'être utile, ben moi, j'avais le réflexe de où est-ce que je peux me sentir utile, bon et adéquat? 2 choses. Dans le bateau dragon, dans le sport, puis dans le bénévolat. Donc, le bénévolat et le bateau dragon m'ont sauvé. Ouais. Ça m'a sauvé depuis une vingtaine d'années, surtout pendant les périodes difficiles. Alors, quand après, j'ai l'occasion d'initier des gars en situation d'itinérance de la maison du père, nos ados en thérapie au grand chemin ou des personnes qui ont des limitations avec le défi sportif, je dis, venez faire du bateau dragon, vous allez capoter. Donc, ils goûtent à l'espèce de récompense que moi, je ressens depuis tant d'années. C'est drôle parce que tu vois, Jean-Marie, tu dis ça m'a sauvé, ça t'a sauvé de toi-même, finalement. Ben, de la tout partie... Tout en disant tout à l'heure, j'ai besoin de me faire mal. Fait qu'il y a encore quelque chose de profondément en toi. C'est une question, là. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, tu dirais, en toi qui est... Est-ce que c'est réglé? À tous les jours, j'ai des décisions à prendre. Le bonheur, c'est un choix. La sobriété est un choix. Alors, à tous les jours... je choisis la voie qui mène à une félicité, à un bonheur durable pour moi et pour les autres, à tous les jours. Donc, c'est une discipline, c'est un choix. Être heureux est un choix, mais c'est comme si on a tous une partie ombre et on a tous une partie lumière. Tout le monde, tous les êtres humains. La seule différence, c'est est-ce que toi, tu te lèves le matin puis tu écoutes la petite voix saine ou tu obéis à la voix qui est malsaine puis qui peut te faire souffrir de l'intérieur. Et moi, je ne veux pas écouter cette voix-là. Puis mon ami Rémi Tremblay, puis je pense... qui avait dit ça aussi? Je vais le trouver, la citation. Mais Nicole Bordelot, elle avait dit... Nicole avait dit, quand les pensées arrivent dans ton cerveau... Elle s'adresse à la pensée, elle dit, bon, pensée, es-tu ami ou ennemi? Donc, parce qu'on peut nourrir nos pensées, hein? On en a des milliers et des milliers et des milliers par jour. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les pensées? Donc, j'essaie par la méditation, par l'entraînement de l'esprit, par le bénévolat, par une attitude et une vie saine, de ne pas me laisser enfiroiper par des pensées tristes ou négatives ou noires, c'est normal. Mais je pense que quand tu te donnes une discipline à tous les jours, comme mon ami Jean-Pierre Chiasson, qui est un grand médecin de l'addiction, il me dit, ce qui pousse croche est tough à ramener droite. Donc, si le matin, je mets une petite semence dans mon âme, dans mon cœur, avec une intention positive, ça aide à partir droit. C'est vrai. Mais c'est difficile, des fois, il faut se parler, il faut être... C'est difficile d'être bon avec soi-même. Ça s'apprend. Ça s'apprend, la bonté. Puis en même temps, c'est notre état naturel. Mais comment ça se fait que c'est pas naturel, justement, d'être bon avec nous-mêmes? Non, au contraire, notre nature fondamentale, puis là, tu vas me dire, tu es un esprit de bouddhiste, là, tu tiens toi avec Mathieu Ricard. Là. Ben non, écoute, on veut tous se tenir avec Mathieu Ricard. Mais Mathieu Ricard enseigne ça, le Dalai Lama enseigne ça, puis c'est pas exclusif aux bouddhistes. Qui est un moine, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un moine fabuleux qui fait du bien. Juste se coller, pourquoi on voudrait être avec lui tout le temps, c'est parce qu'à ses côtés, déjà en partant, on entre dans une espèce de calme incroyable. La qualité de présence des êtres comme le Dalai Lama ou Mathieu Ricard, il y a quelque chose qui émane d'eux. Alors, tu comprends que ces gens-là, et comme je te dis, c'est pas exclusif à la religion du bouddhisme, mais eux autres, ils croient fondamentalement que l'être humain est bon. Il est fait pour le bonheur et il n'aime pas souffrir. Mais c'est pas parce que tu es fondamentalement bon que tout devient naturel. C'est un peu comme Mozart, quand il se met au piano, je veux dire, il a fallu qu'il apprenne à être Mozart. Il a fallu qu'il apprenne. Tout grand musicien, ses premières notes, des fois, ça joue tout croche. Menuhin, son violon, au début, ça sonnait faux, c'est sûr. Mais pour arriver à maîtriser un instrument puis à faire une note parfaite, c'est des heures, ça s'apprend. Mais pourquoi ça serait différent que le bonheur? Le bonheur s'apprend.
Puis ça dépend des modèles que tu as autour de toi. Ouais. Tu as dit merci la vie tout à l'heure. Ouais. Tu y crois beaucoup à ça, merci la vie? C'est une expression qui est beaucoup galvaudée. Beaucoup de gens disent ça. Oui. Puis le mot bienveillance, le mot gratitude, c'est vrai que ça peut être galvaudé, mais moi, je le sais que depuis plusieurs années, je me lève le matin et je me couche le matin avec un petit rituel. Puis le soir, quand je me couche, c'est vraiment une prière de gratitude. Je dis merci. Je fais ma liste. Je fais un inventaire quand je me couche le soir. Je dis à quoi je dis merci? Là, je regarde, telle personne dans ma vie aujourd'hui. Je me suis levé tout seul. Je me suis levé tout seul ce matin. J'ai pas eu besoin d'un préposé ou bénéficiaire pour changer ma couche. Juste de prendre conscience de ça. Non, mais c'est niaiseux. Là, si tu vas là, c'est sûr que là, la liste serait longue de tout ce que... Oui, c'est ce que je te dis. Mais t'as raison, on n'y pas... C'est vrai qu'on n'y est pas. On prend pour acquis? Oui, on prend pour acquis. Tu sais, quand j'ai côtoyé papa, là, dans son CHSLD, dans les dernières années de sa vie... Et toi, c'est pour ça que cette phrase-là, cet exemple-là... C'est sûr. Ça te touche, mais oui. Ben, c'est sûr. Donc, de prendre conscience de toutes les richesses que tu as dans ta vie, dis merci à ça. Puis plus on dit merci aux choses que nous avons, les choses qu'on n'a pas prennent un peu moins d'importance. Donc, on focus sur le verre qui est à moitié plein, pas à moitié vide. Puis le matin, je me lève, puis je récite une petite prière de Mère Teresa qui dit « Ne laisse personne qui vient à toi te quitter sans être meilleur et plus heureux. » Juste ça. C'est simple. Répète-nous ça, va. Ne laissez personne venir vers vous, vous quitter sans être meilleur et plus heureux. Donc, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, c'est d'être bon pour l'autre. Ben, tu fais juste un clin d'œil, juste bonjour. Ouais. Pas obligé d'aller prendre un café, tu n'as peut-être pas le temps, mais tu peux croiser une personne puis souhaiter bonne journée. Tu peux dire, je sais pas, moi, quelqu'un qui t'appelle, Isabelle, tu es une personnalité publique, c'est sûr qu'il y a des gens qui t'écrivent, qui sont en manque, qui ont des besoins. Ben, tu n'es pas obligé de jouer à la sauveuse, mais tu peux dire, hey, j'ai une belle maison de thérapie pour toi, voici les coordonnées, bonne chance. T'as pas à jouer à la sauveuse, mais t'es une courroie de transmission extraordinaire. Tu l'as eu, ce rôle, à un moment donné? Tu t'es encore. dit, je peux sauver du monde, le sauveur. Non, tu non, dis, non, non. Oh oui. Tu fais peux bien sauver du monde, mais tu n'as pas le complexe du sauveur. Ben non, ça, mais j'ai plus jeune, par manque de confiance, par manque d'estime, je voulais être aimé. Ouais. Donc, pour être aimé, tu veux sauver tout le monde, pour te faire dire, t'es donc bien fin, t'es donc extraordinaire. Mais juste la récompense de tendre la main, le bien que ça fait. C'est ça. J'ai pas besoin d'un trophée Gémeaux, là, tu comprends? J'ai pas besoin de me faire dire que je suis hot. J'ai juste fait du bien. Maintenant, je ne joue pas au sauveur. C'est pas à moi à payer ta thérapie. Ce n'est pas à moi à faire la thérapie à ta place. Je t'indique une direction. Appelle ma sœur. C'est la DG de la Maison Jean Lapointe. On va prendre soin de toi. Mais c'est pas à moi à faire la thérapie. Je fais juste te dire, regarde, les gens essaye ça. t'écrivent beaucoup, ils t'interpellent. Tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui te demandent ton aide, Jean-Marie. Ouais. Et ça me fait plaisir de répondre. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Ça doit être quelque chose, quand même. Bon, ouais, mais en même temps, c'est du service après-vente. Dans le sens que je pense que c'est un privilège. Tu le sais, hein? Avoir un micro, c'est sûr. C'est un privilège. Tu le sais parce que tu l'as pas toujours eu. Puis quand tu as un micro, quand tu as une caméra, quand tu as une antenne qui s'intéresse à toi, c'est un privilège. Alors, c'est sûr qu'avec ce privilège-là, comme Spider-Man s'est fait dire, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une responsabilité qui vient, et moi, je l'accepte, cette responsabilité-là, de dire, bon, OK, maintenant qu'on vient vers moi, on a besoin d'aide, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Comme le Dalai Lama, il dit, puis j'aime beaucoup cette phrase-là, il dit, écoute, à défaut d'aider, essaye de pas nuire. Si t'es pas capable d'aider une personne, ben, rajoute pas de l'huile sur le feu. C'est déjà une grande pratique spirituelle. C'est déjà énorme. Pourquoi tu penses que les gens font justement des triathlons, veulent aller au Kilimandjaro, il y en a qui vont à l'Everest, il y en a qui font des plongeons de si haut qu'on est tellement subjugué qu'on a peur pour eux et surtout pour elles. Ouais. Comment tu expliques ça? Moi, je pense que c'est dans notre nature humaine de chercher à grandir, à se dépasser, à repousser les limites. Tu sais, on serait pas allé sur la Lune, on serait pas allé sur la planète Mars, sinon, tu comprends? Donc, je pense qu'il y a des gens, puis je te l'ai dit tantôt d'entrée de jeu dans l'entrevue, j'avais ce sentiment-là de « Hey, j'ai besoin de me sentir vivant, j'ai besoin de me sentir utile. » Et c'est sûr que quelque part, que ce soit Lisanne que tu vas voir en entrevue, que ce soit des gens qui ont conquis l'Everest, c'est des modèles d'inspiration. Mais c'est pas parce que toi, tu as fait l'Everest que tout le monde peut le faire. C'est pas vrai. Puis il y a beaucoup de gens qui s'achètent. Là, c'est rendu qu'apparemment, c'est la queue à l'Everest. Il faut que tu prennes ton tour, ouais, t'attends ton tour pour monter. Mais bon, ça reste que c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je pense que c'est dans la nature humaine de chercher à se dépasser, d'aller chercher des récompenses naturelles de dopamine, d'adrénaline, comme moi j'ai fait, comme plein d'autres font. Ton modèle, à toi?
Parce que Jean-Marie Lapointe est un modèle pour beaucoup de monde. Ah, j'en ai tu plein. Le sais. Mais tes modèles alors? Tu as parlé du Dalai Lama, tu as parlé de Mathieu Ricard. Ben, écoute, c'est difficile pour moi de... Ton père a été un modèle. Mon père, aussi. c'est un modèle. Oui. Mon père, c'est quelqu'un qui a transcendé sa souffrance, sa noirceur pour sauver des vies avec sa maison Jean Lapointe. Pierre Péladeau a fait la même chose, tu sais. Et d'ailleurs, je le dis parce que c'est connu, mais c'était des chums dans le mouvement. Ouais. C'était même le parrain de mon père. Donc, Pierre Péladeau a enseigné à mon père comment prendre soin de soi et des autres, tu sais. Ouais. Donc, alors... Je te dirais que des modèles, j'en ai plein. Oui, Mathieu Ricard, oui, le Dalai Lama, Nelson Mandela, Mère Teresa, il y en a plein. Mais il y a combien de héros silencieux qu'on croise dans notre vie, tu sais? Alors moi, j'ai Jonathan Larose, qui a une trisomie 21, qui m'enseigne à être dans l'instant présent, à vivre l'instant présent. Johanna Comtois, qui est décédée à 14 ans d'un cancer, qui a créé une fondation qui sauve des vies maintenant. Alors, tu sais, il y a plein de gens, Laurent Pilon, qui était une bombe, qui a inspiré les Cowboys fringants avant de mourir. On lui a écrit une chanson, La tête haute. Tu sais, j'ai plein de modèles qui me ramènent à mon essence et à notre essence de on est beau en dedans. On est beau en dedans, tu sais, puis regardons plus ce qui nous rapproche que ce qui nous éloigne. C'est ce que dit Kamala Harris. Bon. On a plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Mais je pense que ça peut être un bon modèle pour plein de gens aux États-Unis qui en ont bien besoin de modèles. Parce que des modèles agressifs, on veut pas ça. Non. Des gens qui sont hargneux. La haine, tous les entre guillemets, les haters, là, ceux qui propagent la haine sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Regarde l'impact sur les jeunes. Toi, tu vas encore dans les écoles parler, rencontrer des jeunes? Oui, des conférences, oui. Tu fais des conférences? J'adore ça. Les jeunes, ils doivent être avides, boire tes paroles. Écoute, les gens m'écrivent, là, c'est fou, là, l'impact. On a plein de... C'est très drôle. J'espère qu'elle ne m'ouvre pas. Je vais le dire. Je travaille tous les jours à LCN avec Julie Marcoux à 13h. Oh. Julie nous écoute en ce moment. Oh. Et allô, elle te trouve, je la cite, elle dit, c'est tellement agréable de l'écouter, Jean-Marie. On a tous envie d'être meilleurs et bienveillants en t'écoutant et c'est tellement vrai. Ça nous fait du bien. Écoute, tu me permets d'aller tout de suite donner la parole à Lisanne Richard parce qu'elle attend. Puis, sincèrement, je pense que Lisanne aussi, vous vous connaissez? Ben oui. Vous vous connaissez bien? Ben c'est parce qu'en plus, Lisanne, on s'est rencontrés à travers justement une conférence, une amie commune, Marie Zaudet, mais pas juste ça. C'est qu'elle a été porte-parole, ambassadrice du défi sportif Altergo. Donc, on a été tous les deux dans le même univers, dans la même piscine. Lisanne Richard, merci de prendre le temps, Lisanne. Mon héroïne. Écoute, moi, t'es un modèle pour moi, Lisanne. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. Oh, ben merci beaucoup. C'est donc bien gentil. Écoute, le dépassement, l'accomplissement de soi, c'est sûr qu'on s'est dit, ben oui, Jean-Marie Lapointe, c'est pas étonnant. Lisanne Richard, c'est pas étonnant non plus, mais on est habitué maintenant de te voir sauter, plonger de si haut, faire des exploits spectaculaires qui sont à couper le souffle. Encore dernièrement, on t'a vu ici dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Port, en fait, sauter des plateformes. C'est un sport dangereux que tu pratiques, le plongeon extrême. C'est de la haute voltige. Pourquoi ce dépassement? Jean-Marie nous a expliqué à quel point c'était nécessaire pour lui. Il est un dopé de la dopamine, finalement. Toi, Lisanne, c'est quoi? Mais c'est vrai qu'il y a ça. Il y a la quête de satisfaction, de sentiment de mission accomplie. Il y a cette espèce de quête-là de pouvoir se permettre d'être fier de soi. Puis on dirait que quand on se donne des défis presque au-delà de la nature humaine, ben là, c'est comme si c'est me permettre d'être fier de moi à la base qui m'avait poussé là, à apprendre à faire des choses grandioses comme ça. Mais graduellement, ma relation avec mon sport et avec mes défis a évolué. Là. Il y a vraiment beaucoup plus un souhait de partage maintenant. Là. C'est pas juste pour moi, c'est surtout pour les autres, pour inspirer puis pour avoir la chance d'échanger là, à propos de ça. Et c'est, je veux dire, Jean-Marie, quand tu vois quelqu'un comme Lisanne, je pense que c'est un modèle aussi pour plein de elle est bien trop parfaite. Elle est bien trop parfaite. Elle est fine et belle. Elle fait des choses casse-cou puis elle se pète pas la gueule. Non, mais tu as tout à fait raison. Non, ce que disait Lisanne, c'est un modèle de dépassement complètement. Là. Oui, mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans la démarche d'une athlète comme Lisanne, c'est qu'au début de notre carrière, c'est beaucoup centré sur soi. Tu sais, on a nos massos, on a nos coachs, on a toute une équipe pour soi. Et là, elle est en train de transformer ça pour aussi inspirer les gens.
à se dépasser, puis à trouver des passions, puis à y aller au bout. Alors, je trouve ta démarche, Lisanne, elle est inspirante, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui peut sauter de 100 mètres ou de 3 mètres ou de je sais pas quelle hauteur tu t'es rendu à faire, là, mais c'est pas tout le monde. Là. Il faut quand même le dire, en septembre dernier, un record mondial de 24 mètres en plongeon féminin extrême à partir d'un hélicoptère. Dans le lac Memphremagog. Magog. Écoute, j'ai vu ça, Lisanne, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Moi, j'ai peur pour toi. Je te suis, j'ai beaucoup d'empathie. Je la suis, puis je me dis, oh mon Dieu, il y a pas la peur du tout jamais. Il faut pas, hein, j'imagine, Lisanne. En fait, il y a toujours la peur, mais il faut savoir quand est-ce qu'on l'invite dans le processus. Moi, juste avant de plonger, je suis dans la gratitude. Hein. Tout à l'heure, j'entendais Jean-Marie parler de ça, la gratitude. Ça rend calme, ça permet d'être en plein contrôle de ses moyens et d'être vraiment dans l'appréciation. Mais j'ai peur avant chacun de mes plongeons, sauf que j'ai trouvé ma recette. Puis c'est justement dans le souhait d'inspirer, c'est de partager la recette aussi, partager des trucs que j'ai trouvés qui me permettent d'accomplir mes propres défis. C'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes défis, mais tout le monde peut emprunter ma recette pour ses défis personnels. Mais donc la peur, je lui laisse une place, mais c'est dans un cadre bien précis pour pas qu'elle prenne toute la place. Je suis à l'écoute de la peur, mais je l'ai vu venir. Je sais qu'est-ce qui va me faire peur, puis je sais quoi répondre à la peur qui va tenter d'être plus forte que moi. Mais en étant préparée, je suis capable d'être plus forte que la peur. Puis ensuite, vraiment être dans un mode là, d'emploi, là, presque de robot là, pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire quand. Puis qu'il y ait un peu moins d'émotions, mais seulement les émotions positives comme la gratitude. Là. Et qu'est-ce que tu lui dis à la peur? Mais ça dépend de quoi j'ai peur. Parfois, j'ai des peurs qui ont complètement pas de sens, comme, mettons, pour plonger de l'hélico, je pouvais avoir peur de l'hélice au début, parce que c'est vrai que c'est quand même gros une hélice d'hélicoptère, puis c'était très près de ma tête. Mais en même temps, il n'y avait aucune chance que je percute l'hélice parce que le plongeon que j'ai décidé de faire, c'est un plongeon qui tombait justement pour éviter ça. Donc, oui, tu as peur de l'hélice, elle va être là, elle est à proximité, tu connais la distance, mais c'est certain que tu y toucheras pas. Donc, j'ai une réponse rationnelle, parce que la peur, elle est souvent irrationnelle. C'est ça. Alors, d'avoir prévu quelque chose de logique, avec lequel je suis en accord, il faut que mes réponses soient, je trouve que j'ai raison, sinon je suis pas convaincante, mais c'est ça. Donc, en ayant vu venir qu'est-ce qui va me faire peur, puis en sachant, puis en étant assez forte, en ayant construit ma fondation pour être capable de répondre à la peur, ben là, j'arrive à faire ce genre de défi-là. Toi aussi, tu as plein de projets. Tu dis que tu veux devenir la plus vieille femme au monde sur le circuit de compétition en haut vol, donc tu te vois plonger jusqu'à que tu n'aies plus dedans, j'imagine. C'est ça, les passionnés. J'aimerais ça être la première avec la marchette. mais tu vas aussi, un peu comme Jean-Marie, tu fais des tournées de conférences, beaucoup d'événements corporatifs, du team building, et tu vas dans les écoles. Les jeunes, qu'est-ce que tu leur dis? Parce que quand tu parles de la peur, tout de suite, on pense à l'anxiété qui nous habite parce que la peur est anxiogène. Je trouve qu'on est dans une société très anxiogène. Moi, juste le trafic le matin, c'est comme, je trouve ça très anxiogène. Il y a plein de raisons qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens le disent d'ailleurs. Des fois, ils sont pas forcément médicamentés pour ça, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent pas faire autrement. On nourrit cette espèce d'anxiété. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Parce qu'on voit là, cette semaine, là, j'écris dessus dans le Journal de Montréal, demain, là, vous lirez ça, mais j'écris sur les batailles. Il n'y a jamais autant eu de chicanes dans les cours d'école, dans les corridors. Les jeunes, pour rien, vont se taper dessus. Comment ça se fait qu'on est rendu là? Il faudrait leur parler à nos jeunes. Vous êtes tellement bien placés tous les deux là, pour leur faire des espèces de bons petits speeches. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes, Lisanne? Ben, par rapport aux jeunes, là, dans ma conférence, c'est vraiment de solidifier la confiance en soi, parce que c'est ça qui nous donne accès aussi au bonheur, justement. Puis en même temps, de normaliser l'anxiété, la peur, ça fait partie de la vie, là. Même quand on est jeune, avant d'enlever des petits trous sur notre vélo, on a peur. Mais de voir la peur comme une opportunité, parce qu'en même temps, la peur, c'est une opportunité d'être brave aussi. Puis en même temps, la peur, elle est là pour prouver qu'on est intelligent, parce que c'est normal d'avoir peur. Il y a des choses qui peuvent nous paraître dangereuses. Donc, de reconnaître que parfait, je suis normale, c'est un processus normal. Mais en même temps, si je me prépare bien, ben la peur est une opportunité de vivre le courage. Le courage est une opportunité de solidifier ma confiance en moi. Puis en même temps, plus on se lance dans un défi qu'on trouve difficile, plus on va pouvoir vivre une grande satisfaction une fois qu'on va l'avoir accompli. Donc, quand il y a des enjeux, quand il y a des embûches, quand il y a des choses qui nous donnent le goût d'abandonner, ben c'est une opportunité de continuer davantage parce que la fierté va être beaucoup plus grande. C'est vrai. En fait, on a plus de satisfaction, vous dites tous les deux,
plus c'est difficile et plus on est fier. Et on construit notre estime et notre confiance parce qu'on a été capable de traverser un mur. Tu sais, dans la conférence que je fais, je me sers d'une citation qui dit « Ouvre la porte de la peur, derrière se tient la guérison. » Wow. C'est fort. Ouais. Toi, tu te le dis souvent, ça? Ben, à chaque épreuve ou à chaque fois que j'ai peur, je me dis « OK, c'est sûr que quelque part, il y a un cadeau mal emballé là-dedans. Il y a quelque chose qui m'attend. Il y a de quoi qui va être une récompense. Et surtout... Des fois, c'est des mauvaises personnes. Il y a quand même des gens qui sont difficiles. Oui, c'est vrai. À côtoyer. C'est vrai. Puis en même temps, je me dis, est-ce que je suis toujours facile? Non, j'ai été difficile pour des autres. J'ai été maladroit pour d'autres. J'ai été pas fin pour d'autres. Donc, c'est pas vrai que. Mais oui, mais c'est pas vrai qu'une personne est entièrement pas fine de A à Z. Ouais, c'est impossible, tu sais. Donc, j'essaie, puis tu sais, ma tante Cécile, qui était la sœur aînée de mon père, chez les Lapointe, était une vraie missionnaire. Et elle voyait le bon Dieu, le Jésus, appelle-le comme tu veux, dans chaque être humain. J'avais un professeur de piano, sœur Violette Blais, elle allait faire du bénévolat en prison auprès des personnes pédophiles. Hey! Elle voyait le bon Dieu dans lui aussi, dans chaque être humain. Donc, c'est pas vrai qu'une personne pédophile est entièrement méchante, mauvaise. C'est sûr qu'elle a fait des choses qui ont blessé des gens, qui ont traumatisé des gens, mais elle n'est pas que ça. D'avoir un père alcoolique m'a permis de comprendre que quand papa avait un verre de bière devant lui, ça devenait un autre papa. Alors, j'aimais pas les comportements de mon père quand il buvait, quand il parlait, quand ils agissaient d'une sorte de façon que j'aimais pas. Mais j'aimais mon père. J'ai jamais arrêté d'aimer mon père. Donc, j'ai jamais arrêté de croire que le papa que j'aime, il est pas parti. Il est encore là. Ouais. Donc, quand tu rencontres une personne dans la rue qui crie, qui est tout croche, qui est complètement désorganisée, qui est en crise, en psychose, OK, il y a ça. C'est spectaculaire, mais elle n'est pas que ça. Ouais. Lisanne, tu es d'accord avec ça, je suppose? Ça nous fait du bien d'entendre ça. Ouais. Oui, complètement. Puis, tu sais, en même temps, c'est sûr que parfois, on peut justement avoir peur de certaines personnes. Puis là, ça, c'est le côté imprévisible parce que chaque personne est responsable de sa propre personne. Puis dans la mesure du possible, on contrôle nos actions. Mais on peut vraiment aussi se sécuriser en disant, justement, moi, je contrôle ce que je peux contrôler. Puis le reste, ben, ça m'appartient pas, là. Donc, de se laisser une certaine marge d'erreur, là, quand c'est des aspects que nous, on contrôle pas, mais de se solidifier, nous, assez pour avoir assez de confiance pour croire qu'on va être capable de réagir de la bonne façon dans des situations plus difficiles. Là. Écoute, j'ai un commentaire pour toi avant de te laisser. Il y a Maxime qui dit « Demandez donc à Lisanne si au moment où elle a sauté dans le lac Memphremagog, a-t-elle eu peur de tomber sur le monstre? » J'ai essayé, je suis tellement déçue de ne pas l'avoir rencontré, ce monstre-là. Puis on avait quand même fait beaucoup de repérages sur les lieux. Ça demeure un mystère. Mais ouais, moi, le mystère, ça me motive. Il va falloir y retourner. Oui, mais là, tu retournes à l'entraînement parce que tu t'es rendu compte pendant la compétition Red Bull Cliff Diving à Montréal que ça te manquait, l'entraînement intensif. Ben c'est ça ce qui est arrivé, moi, c'est que depuis la pandémie, j'ai continué à plonger. J'ai apporté mes projets ici au Québec. J'ai fait plusieurs projets vraiment tripants, comme le plongeon de la Montgolfière, le plongeon de l'hélicoptère, le plongeon dans le lac glacé, au Régates de Sorel. Il y a eu vraiment une belle série d'événements où j'amenais mes plongeons aux citoyens d'ici. Mais j'ai pris ma pause de compétition depuis tout ce temps-là. Donc là, j'ai animé le Red Bull Cliff Diving au Vieux-Port il y a quelques semaines. Puis, je me suis dit, crime, manque de vieille. non, mais je me suis dit... Arrête, voyons! On n'est pas vieille. Ben non, c'est ça. Mais dans un sport dynamique, de puissance et de fort impact, c'est quand même vraiment rare. Ah oui, le corps, il dépasse la vingtaine. Ouais. Alors, c'est comme si le défi devient supplémentaire parce que maintenant, j'étais déjà la plus âgée sur le circuit de compétition dans les plongeuses régulières à l'époque. J'étais déjà la seule maman et tout. Mais là, maintenant, j'ai 50 plus, donc j'ai 43 ans. C'est comme si j'ajoute au défi. Incroyable. Alors là, ça m'appelle à nouveau. C'est incroyable. Écoute, Lisanne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Lisanne Richard, incroyable, formidable. Merci beaucoup. Merci, bravo Lisanne. Écoute, il y a plein de commentaires pour toi, Jean-Marie. Beaucoup de commentaires d'hommes aussi. Oh, wow. Je pense que tu libères beaucoup la parole masculine. Tant mieux. Je suis content. Oui, moi aussi, je suis contente de ça parce que, sincèrement, c'est fabuleux que tu puisses faire ça.
Il y a un auditeur qui écrit « J'ai arrêté de boire le 1er janvier 2015. Cold turkey, donc arrêté d'un coup. Contrairement à la croyance populaire et médicale et psychiatrique, je ne crois pas que c'est une maladie. Mais bref, lui, il a réussi à ne pas replonger. Il y a un autre auditeur qui dit qu'il vient tout juste de se sortir d'une dépendance au cannabis et il partage totalement ta pensée, toute ta réflexion là, sur la dopamine et ce besoin aussi que ça devient de vouloir se dépasser. Écoute, si le dépassement devient finalement un remède, une réponse, une nouvelle façon de vivre. Une thérapie, c'est fabuleux. Ah, complètement. Puis effectivement, Patrick Bordeaux, qui est un grand psychiatre, pédopsychiatre, qui a écrit un livre sur l'addiction, il parle justement du rétablissement alors que pendant des années, tu consommes pour ne pas avoir mal, pour ne plus souffrir, pour ne plus sentir la souffrance. Au début, la première break, première bière, premier joint, t'as du fun. Mais habituellement, quand tu souffres, tu ne consommes plus pour le plaisir. Les gars et les filles dans la rue qu'on voit, qui consomment, ils ne consomment pas pour faire le party, ils consomment pour arrêter de souffrir. Donc, ça prend un certain temps à ton cerveau de se déprogrammer de ces hijacks-là, comme il dit en anglais, parce que ça court-circuite des circuits de récompense naturelle. Alors, ça prend un certain temps, mais ce qui t'aide, c'est, moi, ce qui m'a aidé, en tout cas, je vais parler au jeu, le bénévolat, de me sentir utile, de sentir que je pouvais faire du bien, pas juste m'autodétruire, et le sport. Ouais. Donc, je me suis reconstruit grâce à ça. Et avec ça, j'ai pu aussi me redonner des petites shots de dopamine, de d'autres substances beaucoup plus saines, endorphines, dopamine, sérotonine. Et ça, pour moi, ça fait partie du salut, de la libération pour aller mieux. Et il y a l'amour. Ah, mais là, c'est le plus beau. Là, j'ai lu que... J'ai une blonde. T'as une blonde, là? Ben ouais. C'est récent? Je pense qu'elle nous regarde. Mais ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés, pratiquement jour pour jour. 2 ans. Et puis, on a acheté une petite maison dans le coin de Trois-Rivières. J'ai gardé mon pied à terre à Montréal parce que je travaille à Montréal, mais ma copine, sa fille, habite à Trois-Rivières. Donc là, vous vivez ensemble? Ben, à temps partiel. Wow! Quand je suis pas à Montréal, je suis à Trois-Rivières. Puis, c'est une grande étape de la vie, ça. Oh mon Dieu, je un vieux garçon. Moi, ça faisait 20 ans que j'avais pas habité avec une femme. Ouais. Donc, pour moi, c'était aussi mais c'est naturel. C'est, tu sais, de vouloir habiter avec quelqu'un, de vouloir construire quelque chose, de vouloir bâtir des projets, ben c'est ça, avec Amélie puis Chloé, sa fille, on vit un trip super trippant. C'est vraiment le fun. Puis, ils me permettent de, OK, vas-y, l'ours mal léché, tu peux retourner dans ta grotte à Montréal. Puis et avec tes multiples projets. Écoute, Jean-Marie, on n'a plus de temps pour tous les nommer, mais je vais quand même parler de cette fabuleuse série Amis Télé. Oui. Où tu Victorieux à 2. Victorieux à 2, 2e saison. Tu vas à la rencontre de gens en situation de handicap avec leur accompagnateur, des athlètes, des gens qui se dépassent, justement. Et puis, tu vas nous revenir parce que je pense que les gars ont besoin de t'entendre plus. On va te faire une chronique là-dessus anytime. Mais ça m'a fait plaisir, la Isabelle. Parole masculine, il faut qu'elle soit vraiment plus libérée. Puis je pense qu'il y a un véritable besoin. Merci. Oh, merci. Merci, cher ami. Merci de l'invitation. Merci moi aussi. Beaucoup. On s'arrête ici tout de suite après la pause. On va vous parler d'une pièce magnifique que nous sommes allés voir hier avec Isabelle Perron. Restez à l'écoute. On reçoit Anaïs Barbeau-Lavalette, l'autrice de cette pièce.